ويسلا نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم. وصلنا الفاس ولا مازال؟ زيد météorologique. Donc ici, c'est une station météorologique. Ici, ce sont des mesures sur les oueds, mesures de débit. Donc si on arrive à faire une longue série de mesures météorologiques, on peut avoir une idée sur le climat aussi. Donc ici, on a des outils spatiaux qui permettent aussi d'avoir une idée sur le climat. Généralement ici, on explique toujours la différence entre la météo qu'ils voient chaque jour au niveau de la télévision, après le journal télévisé, qui leur explique un petit peu les prévisions journalières, de semaines, etc. Et le climat qui se fait, qui est en principe, c'est une modélisation qui doit durer. Ils doivent avoir des données au moins sur 30 ans. C'est-à-dire on ne peut pas parler d'un climat qui change ou d'un type de climat si on n'a pas des bases de données très importantes pour nous expliquer un peu l'évolution du climat pendant une période. Alors et ça, on leur explique un peu comment la météo est étudiée. Généralement, c'est une météo qui est étudiée par des stations terrestres. Et que le climat, on doit absolument avoir des données spatiales, etc., etc. Donc là, on insiste sur cette différence entre la météo et les prévisions météorologiques et le climat en tant que tel qui est une prévision de longue durée. La planète. Il y a des phénomènes qui sont externes. Par exemple, nous avons la Terre quand il tourne autour du Soleil, il change d'orbite, donc ça modifie aussi le climat. Et on a la Terre quand il tourne autour d'elle-même, ça modifie aussi le climat. L'axe de l'inclinaison de la Terre, il varie au cours du temps. Et donc ça prend beaucoup d'années pour se ici, on va rentrer dans l'ère de l'homme. Quand l'homme va apparaître sur Terre, comment il va influencer ce climat. Donc généralement, on explique que la notion d'effet de serre, c'est un phénomène qui est naturel et qui réchauffe notre planète. Mais il y a des gaz qui sont responsables de ce phénomène d'effet de serre. Parmi ces gaz, nous avons le CO2. Moins 800 000 ans, c'est la date qu'on a pu avoir grâce aux carottes de glace. Et c'est cette période-là, nous avons une période qui varie de manière naturelle. Ici, c'est l'apparition de l'homme. Dans cette période-là, on voit que la concentration de CO2 n'a pas vraiment changé. C'est parce que l'homme était encore primitif, il ne pouvait pas modifier le climat. Ici, à partir de 1850, c'est la révolution industrielle. L'homme commence à produire ses propres gaz à effet de serre. Donc nous avons des gaz. Bonjour. Vous avez des gaz à effet de serre, plus de pollution, etc. Par contre, dans la partie qui n'est pas industrialisée, il n'y en a pas beaucoup. Donc, à partir de la saison du printemps et de l'été, on remarque que cette concentration très forte commence par s'affaiblir. Donc là vient le rôle des végétaux et de la plantation qui se développe, des plantes qui se développent beaucoup plus en saison de printemps et d'été, et qui ont cette capacité vraiment énorme d'absorber le CO2 qui existe dans l'air et de nous donner de l'oxygène. Donc c'est
à travers la végétation et des forêts sur Terre, quand on arrive à diminuer cette pollution vraiment sévère à travers la planète. De l'évolution climatique et la modélisation. À travers la modélisation déjà, c'est une méthode qui consiste à se baser sur les données historiques et actuelles de climatique, projeter l'évolution climatique dans la Terre. Comme principal résultat de cette projection, les scientifiques en déduisent qu'il y aurait deux possibilités, deux scénarios aussi. Donc, le premier, ce que vous voyez en rouge, qu'on a appelé le scénario du laisser-faire. Si on ne réagit pas, si on laisse la situation comme elle est actuellement, donc la température va aller. Le tourisme, l'eau et la pêche maritime. On assiste aussi à l'augmentation des coûts économiques et humains liés au changement climatique. Alors ces coûts peuvent prendre la forme parfois de baisse au niveau de la productivité agricole, des coûts en termes de morbidité, de mortalité, mais aussi de perte de revenus touristiques. Il y a aussi un risque de remettre en cause les acquis et les avancées considérables qu'a réalisé notre pays en matière de développement humain grâce au programme déployé à ce niveau-là, notamment grâce à l'INDH. Et il y a aussi la vulnérabilité de certaines composantes territoriales. Je pense notamment aux zones de montagne, au littoral, aux oasis et aux forêts. Ce sont là des entités territoriales qui ont une vulnérabilité accrue par rapport au changement de climat. Alors, compte tenu de ces grands enjeux, bien évidemment, la prise de conscience de ces enjeux a amené notre pays à concevoir, à élaborer, si vous voulez, une sorte de politique de changement climatique qui est actuellement en émergence. Il est encore en formation. Alors, c'est une politique que je peux schématiser, résumer assez rapidement de la façon suivante. Elle est composée à travers l'articulation de deux axes, de deux grands axes. D'abord, il y a des axes transversaux et des axes sectoriels. Alors, par rapport, si vous voulez, aux axes transversaux, je rappelle le renforcement à toutes les actions entreprises en matière de renforcement de cadre légal et institutionnel, que ce soit en matière de protection de l'environnement en général, mais aussi de plus en plus en matière de climat. L'amélioration de la connaissance, de l'observation, tout ce qui est développement de systèmes d'information pour connaître, diagnostiquer le mieux possible, si vous voulez, l'état des territoires. La déclinaison territoriale, il y a un plan climat au niveau national qui reste peut-être à décliner au niveau surtout des régions. La prévention et la réduction des risques, donc tout ce qui est risque par exemple lié à l'inondation, de risques liés à l'incendie des forêts, peut-être à l'érosion des sols. Alors là, si vous voulez, l'éventail est large. Les actions en termes de sensibilisation, en termes aussi d'accompagnement des acteurs, pour renforcer leurs capacités. Et il y a aussi la promotion de la recherche scientifique, qui reste fondamentale, bien évidemment, pour s'approprier les différents enjeux liés au changement de climat. Alors, en plus de ça, il y a aussi des axes stratégiques sectoriels, et là on reconnaît les deux volets. Il y a le volet atténuation, qui consiste à réduire les gaz à effet de serre, mais il y a surtout le volet adaptation, qui consiste à introduire des actions d'ajustement, à atténuer un petit peu les effets néfastes, les dommages qui sont liés au changement de climat. Alors par rapport au volet atténuation, là nous avons des secteurs clés, des clés d'entrée qui sont intéressantes, telles que l'énergie, le transport, l'industrie et les déchets,
le plan national des déchets ménagers assimilés, l'agriculture et le bâtiment. L'expérience montre un peu partout dans les pays que ce sont là des secteurs qui recèlent d'importants potentiels en termes de réduction de gaz à effet de serre. Alors par rapport à l'adaptation, là aussi c'est transversal, ça concerne un certain nombre de secteurs tels que l'eau, l'agriculture, la pêche, la forêt, j'en passe. Alors, la politique de changement climatique qui est actuellement, je dirais, en gestation, en émergence, alors essaie d'articuler, de donner un sens, en quelque sorte, à toutes ces actions qui sont insérées dans les différents axes. Alors, je vais m'arrêter quelques temps au volet atténuation, le premier volet de cette politique de changement climatique. Voilà un petit peu de façon rapide l'engagement, si vous voulez, la promesse faite par notre pays à la communauté internationale. Donc là, vous voyez, Tawakoul, en rouge, c'est le scénario business as usual, c'est le cours normal des affaires. Alors là, les émissions de gaz à effet de serre vont continuer à augmenter, bien sûr. Alors l'engagement fait par notre pays, c'est de pouvoir réduire entre 2010 et 2030, de pouvoir réduire les émissions de 10%, de 17%. Alors là, c'est inconditionnel. On peut nous-mêmes, en nous basant sur nos propres capacités, nos propres moyens, à essayer d'arriver, si vous voulez, d'honorer cet engagement-là. Mais il y a un autre volet, on peut faire mieux, on peut aller jusqu'à moins 42% à l'horizon 2030, si jamais la communauté internationale accepte d'accompagner le Maroc sur le plan finance-climat, toutes les opportunités en termes de financement, mais aussi sur le plan renforcement de capacité de tous les acteurs, et aussi en termes de transfert technologique. Alors c'est un petit peu conditionnel. Bien évidemment, les différents scénarios diffèrent selon que l'on prenne en compte ou pas ce qu'on appelle les AFAT. Alors les AFAT, c'est tout ce qui est agriculture, forêt, autre utilisation des terres. Alors là, ce sont des domaines qui sont connus surtout pour leur capacité à séquestrer, à, si vous voulez, emmagasiner le carbone. Alors si on les comptabilise, si vous voulez, c'est bon. Si on ne les comptabilise pas, ça va entraîner une performance qui est moindre. Alors par rapport au volet adaptation, et je rappelle que l'engagement de notre pays se décline en plusieurs objectifs sectoriels, hein, et qui sont surtout chiffrés à l'horizon 2020 et 2030. Alors, je vous en donne quelques exemples. Alors, par exemple, sur ce volet adaptation, il y a un objectif qui est très connu, c'est de pouvoir reconvertir les techniques d'irrigation sur une superficie à peu près qui dépasse les 500 000 hectares en irrigation localisée, la goutte à goutte. Un autre exemple, c'est de pouvoir par exemple raccorder les ménages, atteindre un taux de raccordement au réseau d'assainissement et aussi au STEP, aux stations d'épuration, qui dépassent les 90% à l'horizon 2030. Voilà. Donc c'est des objectifs ciblés. Alors ces objectifs-là, on les retrouve disséminés dans les différentes stratégies sectorielles. Si on parcourt les différentes stratégies sectorielles qui sont élaborées, mises en place maintenant par notre pays, on peut repérer ces objectifs. Alors je parle notamment de la SNDD. La SNDD, c'est la stratégie nationale de développement durable. La grande stratégie énergétique nationale, le plan national de lutte contre le réchauffement du climat, le plan Maroc vert, je citerai aussi la vision 2020, pratiquement toutes les stratégies sectorielles, si vous voulez, qui sont mises en place, élaborées et mises en place déjà par notre pays. ويسلا نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.